vous asseoir. As-tu le même serment? Bonjour. Bonjour. Alors, Madame Lalonde, on va poursuivre avec quelques précisions que je souhaiterais aborder avec vous. D'abord, sur le mandat d'examen ou d'audit des processus de gestion contractuelle en 2018. Ma compréhension de votre mandat à l'époque, c'est qu'il couvre la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018, qui est une période de 3 ans. C'est exact? Selon la fiche mandat, oui. J'ai compris également que ça donne suite à 34 mesures qui ont été intégrées au processus de gestion contractuelle de la SAAC autour de l'année 2013. Est-ce que c'est votre souvenir aussi? Pouvez-vous préciser qu'est-ce qui donne suite? Votre mandat d'examen ou de mission d'audit à l'égard de la gestion contractuelle découle de l'application ou de la mise en œuvre de 34 mesures de gestion contractuelle qui datent de 2013. En fait, si je peux donner une précision, en fait, la direction de la vérification interne avait fait un mandat, je crois que c'est à l'époque autour de 2010-2011, puis les 34 mesures étaient en réponse à ce mandat-là à l'époque. Mais le fait de refaire un nouveau mandat en gestion contractuelle, là, c'était un nouveau besoin qui avait été approuvé par le comité d'audit. J'ai raison de dire que votre nouveau mandat d'audit, c'est un peu pour suivre les mesures de gestion contractuelle qui avaient été adoptées à l'époque. Pas précisément, en fait, là, le mandat avait ses propres objectifs d'audit, comme vous avez vu dans la fiche mandat. Là, on ne parlait pas nécessairement des 34 mesures dans la fiche mandat au moment de détailler nos objectifs d'audit. Par contre, nécessairement qu'on en tenait compte dans le cadre de nos travaux. Et j'ai raison de dire que dans ce mandat d'audit, vous deviez produire au comité d'audit en février 2019 le résultat de vos vérifications. Je ne saurais pas dire si c'était en février 2019. Là, je ne me souviens pas On va exactement prendre le document. C'est la pièce 43P 272, la fiche mandat. La 272. C'est la première pièce qu'on a déposée ce matin. Oui, c'est ça. On l'a tous devant nous. Vous pouvez commencer, puis ça devrait apparaître à l'écran. Là. Vous l'avez, là? Je crois que vous l'avez. Là. Donc, dans la lettre mandat, on voit que l'échéance pour la production de votre rapport est en février 2019. C'est exact? À la signature de la fiche mandat, c'est ce qui était prévu. Je comprends qu'il y a eu des circonstances évidemment diverses qui ont mené à la prolongation de ce mandat-là dans le temps. Oui. Mais l'objet du mandat n'a pas été modifié par la suite. Non, les objectifs d'audit sont restés les mêmes. Il couvrait la même période. Mais en fait, il y avait la notion là, dans la fiche mandat qui vient dire que nos travaux peuvent couvrir une période antérieure et postérieure à ces dates-là. Je comprends que des travaux qui
qui viserait des contrats en cours lors de la période pourrait effectivement viser des contrats dont l'exécution se poursuit après la fin de la période. C'est ce que je comprends de cette mention-là. Notamment. Mais ça peut être autre chose aussi. OK. Puis, dans votre échantillonnage, combien de contrats couvrent la période subséquente à 2018? Ça, par cœur, je ne serais pas en mesure de, vous n'êtes pas en mesure de vous confirmer. dire. Non. Vous n'êtes pas en mesure non plus de confirmer. Est-ce que les 86 contrats examinés dans votre audit sont des contrats qui ont été conclus au cours de cette période-là, de 3 ans, entre 2015 et 2018? Ils étaient actifs. S'ils ont sorti dans la population, c'est qu'ils devaient être actifs. Ils devaient être actifs dans cette période-là. Et vous n'êtes pas en mesure de confirmer la proportion de contrats qui ont pu être ajoutés à cette liste de contrats-là? Non, ça serait plus ma collègue Nadia Briard qui a travaillé sur le mandat par la suite. En termes de critères d'audit, vous avez énoncé à la liste des contrats, qui est la pièce 43P-73, 273, pardon. Est-ce qu'on l'exhibe à l'écran? C'est ce que c'est une pièce sur laquelle j'ai quelques questions. Donc, l'onglet 2, donc 43P 273. Exact. C'est un tableau. Ce que j'ai compris, c'est à partir d'un Excel que vous avez confectionné le tableau. Exact? Oui, c'est un extrait, oui. Et donc, les critères de l'audit ou de la vérification que vous avez appliqués sont énoncés à ce tableau-là. C'est exact? C'est une partie des critères, c'est pas exhaustif. C'est pas exhaustif. Puis le document, c'est parce qu'il est pas présent à l'écran? Pouvez-vous préciser votre Quand question? vous dites que c'est pas exhaustif, là, il y a combien d'autres critères qui ont pu être appliqués? Parce que nos critères d'audit, en fait, c'était dans nos travaux, dans le cadre d'un programme d'audit. C'est au fur et à mesure de nos travaux qu'on vient préciser les critères. Là. Donc, les critères que vous voyez dans la colonne critères de vérification associés, c'est que ces critères-là s'apparentaient à ces risques-là, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le travail qu'on a fait dans le mandat de gestion contractuelle. Lorsqu'on voit dans vos critères à la colonne description, vous avez gré à gré inférieur à 100 000. Est-ce que vous savez, au cours de votre mandat, les seuils d'appel d'offres publics ont été indexés? Est-ce que vous en avez tenu compte au cours de votre mandat? Pardon, vous avez dit gré à gré? 100 000, moins de 100 000 là, le premier item de l'onglet 1. Plus de 100 000 plutôt? Oui, plus de 100 000, okay. Effectivement. Parfait. Plus de 100 000. Oui. Donc, vous reconnaissez que le critère de 100 000 le seuil de 100 000 a été indexé à plusieurs reprises depuis la fin et le dépôt du rapport d'audit en question. Les travaux en ont tenu compte, oui. Ouais. Et si je vous suggère qu'à l'époque de la signature de la fiche mandat, le seuil était à 101 100, est-ce que c'est possible? Peut-être, je ne me souviens pas par cœur, mais c'est quand même un montant non matériel là, pour nos analyses. Et je comprends également que la description que l'on retrouve, là, on parle, exception à la LCOP, la loi sur les contrats des organismes publics, 13, paragraphe 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous êtes accompagné d'une quelconque façon par un juriste pour dresser cette liste de critères? Bien, ça faisait partie des guides de vérification de la gestion contractuelle, ces exceptions-là. Puis c'est des exceptions qui étaient documentées dans la loi sur les contrats des organismes publics. Donc, on était en mesure de constater en lisant le cadre réglementaire, les bonnes pratiques, par exemple, que c'était des contrats qui pouvaient être plus risqués lorsque venait le temps d'aller en gré à gré en justifiant cette exception-là.
Je comprends, mais la question, c'était plutôt de savoir si vous étiez accompagné par un juriste pour Ah, l'élaboration de vos critères de vérification. non, Non. non. Est-ce que vous avez consulté des juristes pour discuter de certains cas qui étaient plus dans des zones grises ou Pas pendant que des cas moi moins j'ai clairs? Excusez-moi, j'ai manqué votre réponse. Pardon. Pas pendant que moi je travaillais dans ce contrat, dans ce mandat-là. Et je comprends que vous avez été impliqué activement dans la définition de l'échantillonnage notamment et dans la définition des critères de l'audit. Oui. Et à votre connaissance, il n'y a pas de juristes qui ont été consultés par la DVIEP dans le cadre de ces travaux pour réaliser ces travaux À ma d'audit. connaissance, là, dans le temps que j'étais là, non, on n'avait pas fait d'appel à un juriste. On n'avait pas senti le besoin à ce moment-là. Ceci dit, là, si les équipes par après avaient le besoin pour valider certains constats, ça aurait pu être fait. Mais à votre connaissance personnelle, je comprends que ça n'a pas été Non. fait. L'adage était toujours là pour aider la vérif si jamais besoin était. Il aurait peut-être fallu faire attention justement à l'indépendance de toutes les parties. Je pense que si on avait eu le besoin à ce moment-là, au départ du mandat, de faire appel à des professionnels, là, comme M. Pelletier l'avait mentionné, on avait quand même un budget à l'intérieur de notre direction pour faire appel à des experts dans le cadre de nos travaux. Qui aurait pu être un Il expert. aurait pu, exactement. OK, je comprends. Alors, je complète ma question. Est-ce que vous avez donné mandat à des experts externes, juristes, pour vous assister ou vous accompagner dans le cadre des travaux d'audit? Non, pas pour ce mandat. C'est parce que c'est essentiellement un mandat de conformité que vous réalisez, là. Ce n'est pas un mandat de performance au sens général du terme, là. En fait, il y avait peut-être des critères de conformité dans notre mandat, mais c'était essentiellement un audit de performance parce qu'on venait se positionner sur le processus. Sur la documentation du sur processus. le processus de gestion OK. contractuelle. Mais lorsque je regarde vos critères, ce sont des référents au cadre normatif que vous faites, là. C'est un peu pour ça que je vous pose la question. C'est plus en fait des critères selon les bonnes pratiques en matière de gestion contractuelle. Là. Ça se peut qu'il y ait certains éléments, comme je vous dis, de conformité, mais par exemple, le besoin est clair et bien défini. C'est une notion d'audit performance. Oui, c'est aussi prévu à l'article 2 de la loi. Mais si je prends le suivant pour reprendre votre exemple, le mode de sollicitation des fournisseurs respecte le cadre normatif. Ça, c'est juridique. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi? C'est pour respecter la loi, oui. OK. Pas besoin d'être avocat pour respecter la loi. Là. Ben, je vous soumets, monsieur le commissaire, que je pense que quand tu fais une analyse de conformité, oui, ben, obligé d'être juriste. Là. Non, je ne dis pas qu'il faut être juriste pour faire l'analyse de conformité, je dis juste que ça peut prendre un juriste pour conclure. S'il y a une ambiguïté, s'il n'y a pas d'ambiguïté, je pense qu'on n'a pas besoin de juriste. Ouais. De tout respectueusement soumis. Oui. Alors, 1.2, le mode de sollicitation respecte le cadre normatif. On le voit un petit peu plus loin répété, là. Donc, pour reprendre votre réponse, là, il pouvait avoir des éléments qui réfèrent au cadre normatif et qui est de la nature d'une vérification de conformité. Mais de façon générale, ce que vous faites à ce moment-là, c'est un mandat d'audit de performance. C'est ce que je comprends de votre réponse. Bien, les deux peuvent être interreliés. Oui. Quand vous faites votre échantillonnage des contrats, je comprends que vous le faites en fonction de facteurs de risque préétablis, c'est-à-dire qu'est-ce qui sont les contrats, que sont les contrats les plus à risque, c'est ce que je comprends? Notamment, là, on a débuté comme ça. Oui. Et il y a une réponse que vous avez donnée à une question précédente, là, que vous avez retiré les contrats de la liste d'échantillonnage qui ne comprennent pas de problématiques. Je me suis peut-être mal exprimée à ce moment-là. Là, ça restait quand même dans notre échantillonnage, évidemment, mais si on n'observait pas de constats significatifs, bien là, notre travail était pas mal terminé pour ces contrats-là, puis on n'émettait pas de constats par rapport à ces contrats-là, à notre sens, là, qui étaient peu risqués. Donc, vos constats sont limités aux cas qui étaient problématiques. C'est pas une analyse. Souvent le cas en audit.
c'est pas un audit global de la gestion contractuelle de façon générale, c'est une audit de cas plus problématiques. Qu'est-ce que vous voulez définir par Ben, global? c'est que votre constat global, c'est à l'égard des cas problématiques et non pas sur la gestion contractuelle de façon générale à la société Ben, au cours de la même période. En fait, les conclusions en lien avec le rapport d'audit, elles vont s'apparenter aux objectifs. Donc, on doit à la toute fin se ramener aux objectifs d'audit et conclure sur ceux-ci. Donc, on ne viendra pas conclure là, de façon individuelle sur, en tout cas, normalement, c'est pas de façon individuelle sur chacun des contrats qu'on a sélectionnés dans l'échantillon. C'est pas comme ça qu'on va étayer notre conclusion en audit. Ça va être vraiment de se ramener sur les deux objectifs d'audit. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va le faire globalement. Mais dans vos constats, est-ce qu'il y a un objectif d'établir s'il y a des choses qui fonctionnent bien? Pas De nécessairement. constater? C'est pas une obligation. Par contre, si l'équipe qui fait l'audit constate des choses qui sont importantes à mentionner pour le lecteur dans le rapport, pour l'unité auditée, par exemple, euh, elle est libre là, de le faire. Là, je veux juste préciser aussi que moi, je me suis pas rendue à rédiger le Oui, rapport. vous avez raison. Vous avez raison, vous n'aviez pas participé à la rédaction du rapport. Non. Vous avez fait état que lors d'une visite avec les vérificateurs externes, chez un mandataire, chez un commerçant, je pense, lors de votre témoignage, vous avez fait une visite chez un commerçant et fait une simulation pour rentrer un numéro là, erroné dans le système pour voir s'il était détecté. En fait, c'était pas une visite, là, c'était une rencontre par Teams. Planifié? Oui, planifié. OK. Et puis, c'est ça, c'était dans le cadre des jeux d'essai pour les auditeurs externes. C'était une rencontre planifiée avec le concessionnaire. C'est les équipes de la SAC qui avaient sélectionné le concessionnaire chez lequel on devait aller faire le jeu d'essai. Le concessionnaire était en accord avec ça. Puis, c'est ça, l'exercice était planifié. Puis, c'était pas un cas fictif. En fait, c'était vraiment une vraie transaction client. Je crois que le concessionnaire avait conservé cette transaction-là de côté pour la faire en vrai, en présence des auditeurs externes. Mais l'objectif, c'était de remplir le formulaire à l'écran, puis de rentrer un numéro de série erroné, puis de voir comment réagissait l'application. C'était un des tests là, qui avait été fait, mais il y avait plusieurs tests pour valider les contrôles qui étaient faits, qui étaient demandés par les auditeurs externes. Est-ce que c'est à votre connaissance que la SAC utilise la solution Vintel, VINTEL, pour décoder et identifier les numéros de série des véhicules? Ben, de mémoire, ça a été nommé aussi dans notre recommandation là, en lien avec le rapport sur la SOFIL. La recommandation 1, on faisait référence à ce système-là. Et à l'égard de ce système-là, est-ce que c'est exact également de dire qu'en 2024 et février 2025, est-ce que c'est à votre connaissance que des contrôles ont été mis en place pour s'assurer que les numéros de série des véhicules étaient détectés et le cas échéant corrigés? Nous, on a fait le suivi de recommandations du rapport de la SOFIL là, qui demandait justement d'appliquer ce contrôle-là. Il faudrait juste valider à quelle date que le rapport a été déposé au comité d'audit, mais au moment où on a fait le rapport, on a fait les validations avec les équipes, notamment l'équipe des finances, qui nous disait que ces contrôles-là n'étaient toujours pas appliqués. Puis même le rapport avec le rapport qui est envoyé à la vice-présidence aux finances, il a été validé là, notamment par la DG aux finances. Et c'est à quelle date, ça? Ben, si on a déposé le rapport en février 2024, ça devait être dans les semaines avant. Et je vous ai parlé là, plutôt de février 2025. Ah ben là, je n'étais plus en Vous emploi n'étiez de plus la à SAC. l'emploi, mais ce n'est pas à votre connaissance là, que Ben, j'ai pas des nouvelles les aussi mesures fraîches de aussi l'actualité fraîches, de la c'est bon. SAC. Ce n'est pas une information auquel vous avez eu accès, si j'ai bien compris. Non. Très bien. Vous avez eu également, et vous avez fait état dans votre témoignage là, de plusieurs échanges concernant les écarts du programme SOFIL avec les municipalités du Québec pour les compensations là, pour les véhicules
plus imposant, ou plus cher. Je comprends que vous avez fait différents constats là, qui vous ont amené à identifier ces écarts-là dans vos travaux et à les quantifier. Oui, on a fait. On était témoins de différents types d'écarts. Et savez-vous quelle proportion ça représente dans tout ce que la SAC perçoit pour le programme SOFIL? On n'avait pas l'intégralité des écarts. Donc, on ne pouvait pas faire ce calcul-là. OK. Si je vous suggère que ça représente environ 2 du montant total versé à la SOFIL annuellement, des écarts que vous avez identifiés, est-ce que c'est possible? Honnêtement, je ne pourrais pas me prononcer. Je n'ai aucune idée de l'ordre de grandeur. Et savez-vous quel montant la société perçoit annuellement pour le gouvernement du Québec? Pour les permis? Pour l'ensemble du gouvernement du Québec, pour les droits d'immatriculation et des permis. Il faudrait que je consulte les états financiers de la société. Et si je vous suggère 1,3 milliard pour l'année 2023 seulement, est-ce que c'est un chiffre qui évoque quelque chose à votre esprit? Je n'ai pas de souvenir de ça, mais si vous le dites, ça doit être appuyé par les états financiers de la SAC. En 2024, c'était 1,4 milliard. On peut aller voir les états financiers là, qui sont déjà cotés à 28P 105. Mais je comprends que ce n'est pas à votre connaissance. Non. Je ne sais pas si... j'ai pas décodé nécessairement une question dans ce sens-là, mais en fait, ce n'était pas une question de matérialité, le problème en lien avec les droits SOFIL. Donc, même si on dit que c'était 0,5 de l'entièreté des droits sur les immatriculations qui sont perçus, ça reste que cet argent-là n'appartenait pas à la société. C'était de l'argent qui appartenait à la SOFIL. Donc, c'est pour ça qu'on jugeait aussi important de nommer ces écarts-là parce que, ultimement, la SAC devait remettre cet argent-là à la SOFIL. Donc, nous, dans notre rapport, on devait mentionner à la SOFIL qu'elle n'avait pas reçu tous les droits qui lui étaient dus. Donc, pour vous, c'était pas matériel comme distinction, mais c'était important, qualitativement. En fait, on ne se prononçait pas sur la matérialité du montant. Ce qu'on se prononçait, c'était s'il respectait l'entente ou pas. Je comprends. Est-ce que vous reconnaissez que la société ait pu considérer ces écarts dans l'établissement de ses priorités? Parce que, évidemment, on est en situation de crise en 2023. Dans l'établissement de ses priorités, des choses à corriger. Je comprends que vous, votre mandat, ce n'était pas de vous prononcer sur la matérialité, mais il n'y en a pas moins que dans l'établissement d'une priorité ou des priorités de la société et des choses à corriger dans le cadre de l'implantation de la transformation numérique, cet item-là pouvait être géré différemment que ce que vous le souhaitiez peut-être? En fait, nous, notre travail, c'était de nommer ce constat-là, de sensibiliser les vice-présidences qui étaient concernées. C'est pour ça qu'on émettait ultimement une recommandation. Après, l'information est dans leurs mains. Si les hauts dirigeants décident de favoriser ou de prioriser d'autres problématiques, bien là, ça leur appartenait. Nous, par contre, notre devoir, c'était de le nommer dans notre rapport à l'attention de la SOFIL. Un peu une lettre de confort pour la SOFIL. C'est une obligation. Une obligation dans l'entente. Dans l'entente. J'ai pas compris ce que ça veut dire. C'était nommé dans l'entente. C'était un article de l'entente qu'on se devait de faire un audit annuel. Oui, c'était une obligation envers la SOFIL de faire ça. Je vais vous demander, Madame la greffière adjointe, d'exhiber un échange de courriel entre le 27 septembre et le 2 novembre 2023. Est-ce que c'était une nouvelle pièce? Oui, c'est une nouvelle pièce. Est-ce que le témoin en a pris connaissance? Oui, on a remis... Vous l'avez? C'est ça, je l'ai reçu P281. Je l'ai reçu juste avant de... Parfait. Prenez-en connaissance, ensuite Maître Lapraise va vous poser des questions. Prenez-en connaissance dans sa totalité. Juste Maître Lapraise, j'ai deux courriels. Là. Lui du 2 novembre, lui qui se termine le 2 novembre, puis l'autre le 10 novembre. C'est lequel? Là? C'est celui du 2 novembre. 2, merci. Il est également accompagné d'un
chiffrier Excel. Avez-vous le chiffrier Excel? Casophile à valider. En fait, c'est un chiffrier Excel qu'on a converti en PDF, évidemment, là, pour les fins du dépôt. Alors, il y a un document Excel à regarder. Je peux le mettre en lien. 10 minutes. avec la- 10 minutes. Ouais. Regardez tout. Merci, je pense qu'il m'en manque un bout.